Donc, voici notre estomac au centre, entouré, il est complètement recouvert par le péritoine viscéral, qui envoie des prolongements un peu partout. À gauche, un prolongement qui porte les vaisseaux nourriciers pour la rate, c'est l'épiplon gastro-splénique. À droite, un prolongement qui va vers le foie et qui également porte les vaisseaux nourriciers du foie, c'est l'épiplon gastro-hépatique. On l'appelle également le petit épiplon. Petit épiplon. En bas, c'est un prolongement péritonéal qui va former une sorte de péritoine ou une sorte d'épiplon gastrocolique, mais qui se continue plus loin que le côlon transverse, se forme d'un tablier libre qu'on appelle le grand omentum. Il reste la partie haute, vous savez, l'estomac, nous l'avons vu, ces structures, il est riche en cellules musculaires, en fibres musculaires plutôt, fibres musculaires qui forment 3 couches, il se contracte dans tous les sens, et il a besoin de ces contractions, de cette mobilité pour justement morceler et faire le brassage des aliments à l'intérieur, pour les préparer au traitement chimique. Eh bien, cet estomac très mobile, il garde sa stabilité grâce à quoi? Grâce d'abord à sa continuité avec le tube digestif, mais surtout à ses prolongements péritoniaux avec les organes de voisinage. Et parmi ces prolongements, le plus important, le plus solide, c'est le prolongement entre le fundus et le diaphragme en haut. C'est ce qu'on appelle le ligament suspenseur de l'estomac. C'est le plus important, c'est ce que maîtrise notre estomac. Alors, je reprends donc les rapports péritoniaux sur ce schéma. Estomac à gauche de la ligne médiane, presque, je dis bien presque, je vous expliquerai pourquoi sur l'autre vue qu'on va le faire, presque entièrement péritonisé. Il se continue, son péritoine se continue avec les organes de voisinage qu'on a vus dans le schéma précédent qui forment une sorte de loge. Eh bien, cette loge a des continuités grâce au péritoine. Le péritoine forme un prolongement à gauche qu'on appelle l'épiplon gastro-splénique. Du côté droit, entre le bord droit de l'estomac ou la petite courbure et le foie, nous avons le petit omentum ou le petit épiplon. Vers le bas, la grande courbure se continue avec le côlon transverse par le ligament, puisque pour le moment, il a le rôle d'un ligament, un dédoublement, on verra qu'il va y avoir des vaisseaux également, c'est donc un épiplon gastrosplénique. Pour le moment, appelons ça ligament gastrocolique, lequel ligament gastrocolique se continue, on l'a dit, par le tablier libre péritonial, qui est donc riche en vaisseaux et qu'on appelle le grand omentum, ou le grand tablier épiploïque, ou le grand épiplon, tous des noms qui veulent dire la même chose. Et en haut, nous avons le ligament suspenseur de l'estomac. Voici donc ces rapports péritoniaux sur une vue de face. Comment ils sont, ces péritoines, ces dédoublements sont déployés en arrière de l'estomac. Pour cela, il va falloir se mettre
à droite de l'estomac, de telle manière à pouvoir regarder ce qui est l'estomac en avant et ce qui est en arrière, et donc on verra l'ensemble. Le seul moyen, c'est de couper notre abdomen au milieu, c'est-à-dire une coupe sagittale, médiane de l'estomac, puisque tout l'estomac est à gauche, on ne perdra rien. Donc on fait une coupe sagittale médiane de l'abdomen ou de l'espace sus-mésocolique, et on va faire une vue droite de cette coupe, c'est-à-dire comme si on a notre œil, de cette manière-là, on est en train de regarder notre abdomen en coupe sagittale. Toujours, on est, je vous rappelle, dans les rapports péritoniaux. Les rapports viscéraux, c'est simple, un seul schéma nous a donné l'ensemble. Maintenant, les rapports péritoniaux, nous avons vu comment ils sont déployés de face. On va le voir sur une vue de profil. Là, j'aurai besoin d'espace et donc je vais me faire cet espace en enlevant le schéma des viscères, vous les connaissez maintenant. Donc, notre schéma va être une vue droite d'une coupe sagittale de l'espace sus-mésocolique ou de l'abdomen, montrant les rapports péritoniaux de l'estomac. Ça va être d'autres repères, bien sûr, avec la partie postérieure et le haut. Vue schématique, droite d'une coupe sagittale de l'abdomen, montrant les rapports péritoniaux de l'estomac. Alors la partie postérieure est à gauche de mon tableau. Je vais la représenter par la ligne médiane, représentée ici par le rachis qui présente une syphose thoracique, comme vous le savez, une lordose lombaire. En avant, ça va être une représentation de mon sternum en coupe, dont vous connaissez les détails des structures osseuses, et le diaphragme, qui sépare thorax et abdomen avec ces piliers qui descendent jusqu'à L1 et L2. Vous avez déjà étudié le diaphragme, je ne vais pas revenir en arrière. Paroi abdominale, on peut la représenter de cette manière-là. Et donc, les structures du tube digestif sont placées comme suit, avec un œsophage abdominal court, suivi d'une des différentes courbures de l'estomac, dont la courbure inférieure est ici présente. En arrière, vous avez l'aorte abdominale, qui est un repère toujours présent. Et vous avez notre duodénopancréas, c'est-à-dire notre cadre duodénal qui est coupé sagittalement. Et vous savez, quand on coupe sagittalement, on va passer par la partie haute qui est presque horizontale en haut et la partie, troisième segment, qui est horizontale en bas. Et entre les deux, vous avez le pancréas qui épouse, on l'a dit et répété,
le cadre duodénal à la manière d'une jante autour, donc d'un pneu autour d'une jante d'une roue. Il est situé en arrière, plus au fond, c'est une vue, plus au fond, vous allez voir le reste de ces éléments, c'est-à-dire plus loin, je les mettrai en pointillé. Normalement, vous avez le rein gauche qui est derrière et qui est à gauche de la ligne médiane. Ce qui fait, pour rapport à notre schéma, comme s'il est situé derrière le tableau. Et donc, je le mets en place ici, juste pour garder les mêmes rapports dont on a parlé, les mêmes rapports viscéraux, et cela va vous donner une idée sur le déploiement du péritoine, aussi bien péritoine pariétal que le péritoine viscéral, entre ces différentes structures. Nous sommes dans l'étage sus-mésocolique. Ce qui délimite l'étage sus-mésocolique, c'est bien le côlon transverse qui est situé transversalement, ici en coupe sagittale, en bas et légèrement en avant de l'estomac. Le péritoine maintenant, comment il est déployé? Vous avez le péritoine pariétal qui entoure la paroi abdominale sur laquelle je ne vais pas revenir puisque vous l'avez étudié, formé par les différents muscles et les téguments. Ce péritoine se déploie sur le diaphragme avant de descendre en vert clair sur la face antérieure de l'estomac. Il se poursuit derrière l'estomac jusqu'à la partie haute du fundus. Quand il arrive, ce péritoine viscéral postérieur, quand il arrive au niveau du fundus, il va se replier sur la paroi postérieure avant de finir la couverture de cette face. C'est pour cela que je dis l'estomac est presque, je dis bien presque, entièrement péritonisé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en fait entièrement péritonisé. Cette partie postérieure du fundus reste libre de toute couverture péritoniale. Alors, le péritoine postérieur se déploie, formant une sorte de toit. C'est ce qu'on appellera plus tard la faux. Et il va s'attacher, bien sûr, il va se continuer avec le péritoine pariétal postérieur. Pariétal postérieur, il passe en avant du duodénopancréas et se continue plus bas. En vert foncé, c'est le péritoine pariétal postérieur. Notre côlon transverse, nous l'avons vu, il est resté après la rotation de la première anse primitive et sa réintégration dans la cavité abdominale du fœtus de 10 semaines ou de l'embryon de 10 semaines, il est resté entièrement péritonisé et il est doté d'un méso qui a été collé sur un organe déjà collé et par conséquent, il n'a pas exclu le côlon transverse en dehors de la cavité périnée, il l'a gardé et sa racine, la racine de son méso, se colle sur le péritoine pariétal postérieur. Et il représente la limite inférieure de ce qu'on a appelé l'arrière-cavité des épiplans. Le péritoine continue son développement vers le bas, et c'est là où il va donner ce que nous venons de voir sur la vue antérieure, un récessus, comme un doigt de gant, une sorte de développement vers le bas, qui va prendre attache avec le péritoine du côlon transverse, et se continue plus bas, se forme d'un tablier libre. C'est ce qu'on a appelé le grand omentum. Donc, ce grand tablier libre va devenir la partie la plus antérieure de la cavité abdominale sous-mésocolique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était une sorte de réserve vasculaire, réserve immunitaire, de défense immunitaire. Et donc, le développement de ce récessus, de ce doigt de gant qui est allé plus loin, a
contracté des rapports avec le côlon transverse et a formé ce qu'on a appelé le ligament gastrocolique. Nous verrons qu'il va être envahi par des vaisseaux de part et d'autre, des vaisseaux venant essentiellement des vaisseaux du côlon, des angles coliques, et certains peuvent l'appeler également l'épiplon gastrocolique. Donc, voici la situation de notre péritoine. De face, c'est une sorte d'araignée qui envoie ses prolongements à droite, à gauche, en bas et en haut pour s'agripper à tous les viscères ou même à la paroi, si on désigne le ligament suspenseur. Et sur un plan sagittal, ce péritoine va délimiter une grande cavité libre qui se continue avec la cavité donc péritoniale sous-mésocolique et une arrière-cavité dont les limites sont comme suit: antérieure par le péritoine postérieur de l'estomac, postérieur c'est le péritoine pariétal postérieur. Et donc, si je reviens aux rapports viscéraux que nous avons déjà vus, moi j'ai enlevé le schéma, mais vous l'avez déjà pris, ces rapports sont contractés, ou l'estomac contracte ces rapports, pas directement, mais par l'intermédiaire de ces replis péritoniaux. C'est-à-dire que, regardez, le rein, ou le pôle supérieur des reins, il est en rapport avec l'estomac par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiplombs. Le pancréas, pareil, il est en rapport avec la face postérieure, pas directement, mais par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiplombs. Je vous rappelle qu'on a déjà vu que l'arrière-cavité des épiplombs n'est pas une cavité large comme on le fait ici, sur le schéma. Nous l'avons dans un but didactique élargi, on l'a montré, mais c'est une cavité virtuelle, mais libre. On peut passer notre main. Les chirurgiens peuvent aller chercher donc, avec leurs mains des particules, des ganglions, des collections à ce niveau-là. Quand on a une collection qui soit purulente, qui soit liquidienne ou tout, il peut aller se balader dans cette arrière-cavité. Donc c'est une cavité virtuelle, les parois sont proches, mais c'est une cavité qui est libre et qu'on peut explorer. En passant comment? En passant, je vais revenir à votre schéma au départ.